dans peut-être le sujet le plus concentré, le plus lourd et le plus intéressant, politique et cigarettes électroniques. En fait, je n'ai rien à dire, vous avez quasiment ouvert la voie au professeur Vallée qui a le courage de venir parmi nous. J'insiste sur le courage, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les organisateurs de la réunion. Je ne sais pas si tu en as conscience, mais voilà, je te laisse la parole. Merci, écoutez, c'est un accueil fort sympathique, ma foi. Je crois que j'ai bénéficié de Jacques Le Houellezec d'un diplôme de 2e année, si j'ai bien compris. Donc maintenant, je vais le dire, hein, j'espère que je serai en 3e année. Et je pense que je viendrai pas trop mauvais sur le sujet. Évidemment, j'ai encore beaucoup à apprendre. La manière dont le sujet vient d'être posé, évidemment, tout à fait essentiel. Il s'agit bien de considérer qu'on est là pour lutter contre le tabagisme et donc les produits de la combustion. Je crois que tout ça est maintenant très très clair. Au ministère de la Santé, c'est un mouvement qui s'est mis en route très clairement dans le courant de l'année 2016 et très clairement aussi depuis le premier sommet de la VAP auquel j'étais venu et où un certain nombre d'entre vous m'avaient accueilli. Je citais très vite Jacques Le Houellezec, Brice Lepoutre, Monsieur Béziot, Sébastien Béziot et d'autres. Je ne veux pas limiter à ces noms, évidemment Bertrand, Dotzenberg, mais aussi mes amis de la réduction des risques et je veux pas citer parce que je vais en manquer. C'est vrai que nous avons décidé, et la ministre m'a soutenu dans ce cadre-là, de mettre en place un groupe de travail autour de la question de la VAP et des manières dont on pouvait, alors même que la loi de santé et l'application de la directive posaient un certain nombre de soucis concrets, comment on pouvait faire en sorte que cette politique puisse rentrer clairement dans des conceptions de prévention et de promotion de la santé. Alors, mission en partie accomplie. Je pense qu'il y a un certain nombre de points qui ont bien avancé. Mais on a encore du travail à faire, et notamment cette distinction qui n'est pas très claire encore, à la fois pour le grand public, mais aussi pour finalement un certain nombre de décideurs, que ces champs ont vocation à être très écartés, celui du tabac et celui du vapotage. À tout le moins d'ailleurs, pour nous, il a été question de clarifier ces deux aspects relatifs à la nicotine de manière très séparée, puisqu'ils sont séparés dans le cadre du Code de santé publique aujourd'hui, dans le cadre de la réécriture de la loi de santé. Bon, moyennant quoi, il nous reste des points à faire avancer par rapport à ça. Je pense qu'il y avait une inquiétude et qui est récurrente dans les éléments qui ont été présentés précédemment, et notamment de jamais oublier notre objectif principal. Et donc cette inquiétude-là, je pense l'avoir en partie soldée. Je crois qu'aujourd'hui, quand on se réunit au ministère de la Santé dans le groupe de travail relatif à la VAP, on sait qu'on avance, et on sait qu'on avance pour une juste cause qui est celle de la réduction du tabagisme. D'ailleurs, on a souhaité qu'effectivement le groupe de travail soit représenté, au-delà de Bertrand Dotzenberg, qui était déjà un membre actif du comité de coordination pour le programme national de réduction du tabagisme, qu'effectivement le groupe de travail soit représenté au sein même du programme national de réduction du tabagisme. Et donc, c'est maintenant une présence qui est effective et sur lesquelles on continuera de prospérer au cours des semaines et des mois qui viennent. Il s'agit évidemment de travailler de façon tout à fait claire. Donc c'est l'EDUS qui a été retenu pour participer avec nous, aux côtés de Bertrand, qui déjà était présent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire en pratique ? Je reviendrai peut-être de manière plus détaillée, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Certainement de clarifier le lieu du vapotage. C'est encore un sujet qui ne me semble pas totalement clarifié, en particulier sur les lieux du travail. Donc on travaille beaucoup avec la Direction générale du travail et dans le cadre, encore une fois, de la déclinaison de la loi de santé sur cette question qui est importante. Et puis il y a tout le sujet de la propagande et de la publicité qui nous vaut des échanges, sont en cours de route et sur lesquels nous essaierons de prospérer sur cette idée d'indépendance tabac, gisme par combustion et vapotage,
dans le cadre de ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le Code de santé publique a déjà séparé ces deux chapitres, plus exactement ces deux parties à l'intérieur d'un même chapitre qui est celui de la lutte contre le tabagisme. Et donc on profitera aussi de cette séparation pour séparer les définitions de ce qui reviennent à la publicité et la propagande pour le tabac et la publicité et la propagande, en tout cas pour le tabagisme, et la publicité et la propagande pour la vape. Donc on aura l'opportunité d'un décret d'application de l'ordonnance tabagisme outre-mer et donc probablement la possibilité, on travaille avec effectivement les membres du groupe de travail, la possibilité d'écrire dans le cadre du décret d'application de cette loi outre-mer des éléments relatifs à la définition de la publicité et de la propagande spécifique au vapotage. Donc des points qui ont été des points de travaux très concrets. Je passe pas sous silence, mais je l'indique quand même. On a aussi aidé à ce que l'industrie du vapotage, qui est florissante en France, qui est indépendante de l'industrie du tabagisme et des grands groupes industriels du tabac, et ça c'est un point très très important. On a travaillé aussi pour que les éléments relatifs à la transposition de la directive ne pénalisent pas cette industrie, en particulier sur des éléments de redevance et donc sur le coût de cette redevance qui en réalité est moitié moins cher que la redevance qui est demandée aux produits du tabagisme. Aussi que la mise en œuvre des déclarations auprès de l'ANSES, donc et l'Agence nationale de santé environnement, santé travail, et donc qui sera l'agence qui veillera à enregistrer les différents produits et leur toxicité éventuelle, et bien que cette disposition soit faite dans un temps qui est un temps propice et donc qui soit suffisamment adaptable pour que les industriels du vapotage ne soient pas pénalisés. Et donc on a mis des dispositions en place d'ici le mois de mai 2017. Voilà, vous le savez aussi, en France, il y a une disposition qui est très particulière par rapport aux autres pays européens, c'est qu'il n'y a pas de déclaration du matériel de vapotage qui ne comporte pas de liquide. Et donc ça, c'est aussi une facilité qui a été proposée. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous montrer que il y a eu une rencontre l'année dernière, elle était très importante. Je crois qu'il y avait une prise de conscience du ministère de la Santé. J'ai beaucoup insisté pour que ce groupe de travail débute et finalement ça n'a pas été très difficile de convaincre la ministre. On a montré que ce groupe de travail avait des livrables. Ce n'était pas simplement un groupe pour passer le temps, c'était un groupe qui, de manière pragmatique, avait des livrables qui étaient attendus et qu'il fallait proposer. Et donc les réunions ont conduit finalement à des dispositions pragmatiques qui permettaient d'améliorer finalement le sevrage au travers de l'utilisation de la vaporette. Vous noterez que j'essaye de ne pas utiliser le mot de cigarette. Je crois que c'est vraiment un point important. Il faut totalement sortir du lexique qui amène au retour vers le tabagisme. Donc ça, c'est un point auquel je suis particulièrement vigilant. Voilà, donc l'idée, c'était d'avoir une action concrète, pas forcément grandiose, pas forcément susceptible de donner grandes annonces, mais dont on sait qu'elle fait le lit des grands fleuves, des petits ruisseaux qui font le lit des grands fleuves et qui nous permettaient d'avancer. Autre point très important, évidemment, ça a été, au travers de l'INCa, donc l'Institut national du cancer, qui est sans doute dans la salle, de favoriser dans le cadre de leur programme pluriannuel priorité tabac. Donc ça, c'est un point important dans lequel on trouve effectivement aujourd'hui des projets de recherche autour du vapotage. C'est un élément essentiel que de consacrer toujours plus de recherche, que ce soit d'ailleurs sur les produits, sur la façon dont on utilise la vaporette, sur sa place effective dans le domaine du sevrage et de l'utilisation de la nicotine. Donc ces programmes avancent. Il est clair que dans notre pays, on manque d'équipes structurées autour des questions du tabagisme, autour des questions du vapotage. Et donc on a, avec le directeur de la CNAM, Nicolas Revel, un souhait de construction d'équipes de recherche susceptibles effectivement de permettre à des jeunes chercheurs, à des équipes de se structurer, voire même d'avoir une formation à l'étranger, dans des équipes qui sont labellisées et reconnues, pour importer ce savoir-faire ici en France et construire une vraie connaissance et des vraies capacités d'évaluation, puisque ce point a été particulièrement souligné par notre ami genevois. Donc le
l'outil qu'on a, parce qu'en réalité, il ne suffit pas de lancer des idées, il faut avoir des moyens. Et donc, vous le savez, on a, au niveau du ministère de la Santé, dans le cadre de l'évolution des taxes contre le tabagisme, permis la création, et ça a été mentionné par notre collègue de Genève, la création d'un fonds tabac, donc un vrai fonds de lutte contre le tabagisme, qui est abondé donc par l'extension des taxes, et toute nouvelle augmentation de taxes bénéficie au fonds tabac. Alors, il y a deux aspects dans ce fonds tabac. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, il permet de financer les substituts nicotiniques. Et donc, vous savez que la grande campagne Moi sans tabac de novembre à décembre 2016, sur laquelle je vais revenir après, a permis une réduction très nette de la consommation de cigarettes à hauteur de 13%. Et ce qui est intéressant, c'est que ceci a été accompagné d'une bascule vers une augmentation de consommation de substituts nicotiniques. Je ne sais pas s'il y a une augmentation de consommation par le biais du vapotage, mais je pense que nous aurons sans doute des chiffres à ce sujet, peut-être même en avez-vous dans la salle. Mais en tout état de cause, il y a eu un transfert donc, de consommation, et évidemment ceci est au profit de ceux qui souhaitent être sevrés. Donc ce fonds tabac est utilisé pour rembourser donc, les TSN, les substituts nicotiniques, dont vous savez que la loi de santé a augmenté le forfait à 150 € et un accès à tous les consommateurs qui souhaiteraient les utiliser. Et donc effectivement, il y a eu une croissance tout à fait énorme de cette quasiment exponentielle de ces TSN, et donc le résiduel du fonds tabac qui existait du Fonds national de prévoyance de la CNAM va être en partie utilisé en 2017 pour cette cause, mais on ne peut que se réjouir d'une utilisation qui est une utilisation de substituts nicotiniques et non plus de tabac en combustion. Alors le fonds tabac de 2017 est encore d'un volume limité, il est de l'ordre de 30 millions d'euros. En revanche, l'abondement par les taxes dont j'ai parlé précédemment amènera à un fonds tabac beaucoup plus conséquent qui devrait, mais je suis prudent en le disant, dépasser 100 millions d'euros, et donc qui permettra ces financements de recherche, notamment, mais pas seulement, que j'ai indiqué précédemment. Ça veut dire que nous aurons dans ce pays la possibilité de construire une vraie action contre le tabagisme, puisque c'est le premier fléau de santé, on souhaite toujours le rappeler, et en particulier au travers d'un outil qui est un outil construit à partir des taxes sur le tabac. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on peut préjuger que cette construction d'équipes, de chercheurs, de savoir-faire en termes d'intervention en santé au travers de la lutte contre le tabagisme nous amènera à 2 points supplémentaires, c'est-à-dire que cette lutte qui commence contre le tabac, c'est une lutte beaucoup plus large au service de la prévention et de la promotion de la santé, puisqu'en fait, vous le savez, les déterminants sociaux de santé sont très importants dans le domaine du tabagisme, et là où la prévalence est de l'ordre de 30% dans les milieux généraux, dans les milieux socialement défavorisés, on peut toucher 50% de prévalence, donc on a là un vrai angle d'attaque qu'il nous faut privilégier. Et deuxièmement, le savoir-faire en méthodologie pour intervenir en population générale et notamment dans les populations pour lesquelles les déterminants sociaux sont importants, on peut juger que ça nous servira pour la lutte contre d'autres types de problèmes de santé, pour d'autres déterminants de santé. Je veux penser par exemple à l'alcool évidemment, ou encore à d'autres comme les écarts relatifs à la nutrition. Voilà, donc c'est en réalité un vrai combat qui, bien sûr, s'attaque d'abord au tabagisme, mais qui évidemment sera un combat beaucoup plus général au-delà du tabac, et donc vers des déterminants de santé très importants. Évidemment, dans ce cadre-là, je pense que tout ce qui peut venir comme information et comme aide au tabagisme au travers du vapotage, évidemment tout à fait essentiel, et sera favorisé. Vous pouvez compter sur nous pour cela. Voilà quelques éléments qui sont venus dans ces propos un peu génériques sur l'action que nous menons depuis environ 1 an. J'ai parlé de Moi sans tabac, donc c'est une action très importante. Une place peut-être trop modeste cette année a été, je parle avec l'Agence nationale de santé publique qui est présente dans la salle, mais une place peut-être trop modeste a été consacrée cette année au vapotage à l'intérieur même de Moi sans tabac. Pour autant, ces messages étaient déjà présents.
Et le souhait que, en tout cas en tant que directeur général de la santé, j'ai exprimé auprès du directeur François Bourdillon, dont je sais qu'il est favorable à l'idée d'utiliser le vapotage comme un moyen de sevrage, c'est que l'année prochaine, il y a une part plus importante du dispositif qui soit consacrée à cette approche du sevrage, du tabagisme et donc des produits de combustion qui font évidemment les ravages que vous connaissez et contre lesquels vous battez. Voilà quelques mots généraux qui essayent en même temps de donner du concret à l'action qui a été la nôtre. Et vraiment la nôtre, c'est-à-dire pas seulement le ministère de la Santé, au travers des dispositifs réglementaires ou d'un certain nombre d'outils qui étaient à notre disposition. Je pensais tout à l'heure aux éléments de redevance à l'égard de l'ANSES, par exemple, qui sont des sujets pragmatiques, mais aussi dans un combat avec les associations, les industriels du domaine et les parties prenantes en général, notamment de la réduction des risques. Et Jean-Pierre Coutron, qui est ici avec nous, sait très bien de quoi je parle. Voilà. Alors, comme le temps nous est compté, je pense qu'il y a derrière ces applaudissements beaucoup de questions rentrées qui n'auront malheureusement pas le temps de s'exprimer. Moi, ce serait trop facile de critiquer brutalement l'action du ministère de la Santé, a fortiori depuis un an, mais simplement une toute petite réflexion personnelle, et il ne faut pas mal le prendre. Il y a quand même quelque chose, alors je prends avec énormément de recul, je ne parle pas de ce que tu viens d'exprimer, ce qui est en train de se mettre en place, etc. Mais il y a quand même quelque chose d'assez ahurissant, je le dis très simplement, de voir que sur un sujet de santé publique aussi majeur, aucun des organismes de recherche en santé publique, très peu de l'ensemble des organisations, des institutions, etc., ne se soit plutôt plus vivement mobilisés sur un sujet à ce point essentiel. Alors, je connais tous les considérants, la dimension schizophrénique de l'addiction au tabac et cette fiscalisation qui y est associée, etc., mais et qu'il ait en définitive fallu cette espèce de révolution, même si le terme est un peu excessif ou mal utilisé en ce moment dans la campagne présidentielle, mais cette espèce de mouvement révolutionnaire qu'a constitué, que continue à constituer la vaporette, et tout ce qui tourne autour de la vaporette, pour ne pas utiliser le mot cigarette, pour qu'en définitive, petit à petit, les choses se débloquent, et se débloquent, même si c'est de façon pragmatique, malgré tout, dans ce corsetage qu'est la directive européenne. Enfin bon, je répète, ce sont des réflexions ou des observations d'un citoyen qui regarde les choses d'un peu loin, mais il y a malgré tout quand même cette irritation chronique et un peu pénible de voir que tout va lentement sur un sujet essentiel. On peut critiquer, moi je me retiens toujours cette formule qui a été celle de Marisol Touraine, peut-être d'autres l'avaient-ils utilisée auparavant, mais c'est la première cause de mortalité évitable, ce qui est quand même ahurissant que ni l'INSERM, ni le CNRS, ni d'autres, ni des organismes connotation plus de sciences sociales, etc., ne se soient passionnés pour le sujet. Bon, voilà. Mais je ne peux pas empiéter trop sur cette question. Mais on peut répondre assez simplement en disant que on est dans un pays et probablement qu'en Europe on n'est pas très bien placé, et pour l'OCDE un peu de façon équivalente, où on reste beaucoup figé pour ce qui est du secteur de santé vers la production de soins, et beaucoup moins sur une démarche de prévention et en tout cas de promotion de la santé. Les chiffres sont en train d'être travaillés avec le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, où enfin ils nous ont écoutés pour travailler sur les comptes de la prévention dans leur globalité, et faire par exemple ce qui a été fait en Suisse, c'est-à-dire mettre en face le coût sanitaire et social, le coût que représente aujourd'hui une campagne d'intervention comme l'a fait l'Agence nationale de santé publique avec Moi Sans Tabac, 10 millions d'euros d'un côté, l'investissement pour cette campagne, de l'autre, plusieurs dizaines de millions d'euros sur le coût sanitaire, seulement sanitaire. On chiffre aux alentours de 40 à 50 millions d'euros. Donc on a, la Suisse trouve d'ailleurs, pour 1 franc suisse investi, 4 francs suisses récupérés. Enfin, je crois que c'est à peu près l'équilibre que vous avez démontré dans votre pays.
Donc en France, la prévention est le parent quand même assez isolé. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des politiques de prévention et ça ne veut pas dire que la santé publique n'intéresse pas les décideurs, mais en volume, on reste à des chiffres qui sont inférieurs à 10% au regard de ce qu'est l'enveloppe santé et en particulier donc curative. Donc sans doute que cette prise de conscience-là, c'est notre ministre qui peut-être l'a mise en exergue. La loi de santé de janvier 2016, comporte 50% de textes sur la prévention et sur des actions de santé publique. Donc ça, c'est un point d'entrée très important pour nous. Il nous faut maintenant aider les décideurs. C'est pour ça que toutes les expériences médico-économiques de ce point de vue-là sont très importantes, pour leur montrer que, par exemple, rembourser à 100% les TSN et consacrer ce remboursement à tous ceux qui souhaiteraient les utiliser, ou travailler avec le monde du vapotage pour faciliter cette technique de sevrage, tout en bordant les risques qu'elle pourrait présenter, eh bien, c'est économiquement rentable et que ça vaut sans doute beaucoup de schémas thérapeutiques ou curatifs qui, eux, démontrent pas toujours leur efficacité. Vous savez par exemple que très récemment a été mis en question l'intérêt des molécules anti-Alzheimer qui représentent 80 millions d'euros en France tous les ans de remboursement. On sait par exemple que le tabac est un déterminant majeur de l'Alzheimer et donc on a là peut-être à réfléchir sur le poids que peut représenter une méthode de prévention forte au regard de curatifs qui ne sont pas très forts. Moi, je ne suis pas contre le curatif qui est important et qui sauve des vies, ou qui même améliore l'état de santé, ou qui retarde la mortalité, mais quand on a une haute autorité de santé qui se prononce au travers de sa commission de transparence sur l'intérêt relatif des anti-Alzheimer, alors peut-être qu'on peut se pencher sur une autre approche qui est de améliorer le repérage du Alzheimer et peut-être favoriser des méthodologies de prévention importantes. Bon, il ne m'appartient pas de décider par rapport à ça, mais voilà des balances qu'on peut effectivement évoquer et qui sont des balances préventives curatives, très clairement. Alors ça, c'est de la prévention primaire ou secondaire. Pour ce qui est du tabac, c'est de la prévention primaire. Donc une cause évitable de mortalité et de pathologie très sévère. J'aurais presque envie de dire accélérons. Oui, oui. Non, mais je ne dirais pas en marche parce que c'est une formule interdite ici, mais accélérons. Peut-être en greffant cette prévention dont tu parles à la réduction des risques, parce que ce sont quand même deux concepts qui sont parfois éloignés, parfois qu'en définitive, c'est un moteur commun qui pourrait peut-être permettre d'avancer plus vite. Mais aussi peut-être ce qui a manqué jusqu'à présent, c'est un grand programme de recherche en santé publique. C'est quelque chose que nous n'avons pas. Il existe un programme de recherche hospitalier, il est conséquent et il a fait ses preuves sur l'amélioration des bonnes pratiques, notamment cliniques, pas forcément uniquement de recherche. Je crois que l'heure est arrivée pour créer un grand programme de recherche en santé publique en France. Peut-être que le fonds tabac nous permettra, si ce n'est de le constituer, mais en tout cas d'abonder à ces grands éléments de financement dont le pays a besoin. Parce que n'en doutons pas, pour que les chercheurs viennent vers les sujets, il faut aussi financer les sujets. Sinon, ils ne viennent pas au sujet. C'est normal. Je terminerai avec cette remarque acide. Il y a quand même quelque chose d'assez pervers d'imaginer que c'est un fonds tabac, c'est-à-dire de l'argent qui vient de taxes émanant de l'achat du tabac, qui vient financer quelque chose qui nourrit une action contre le tabac. Les médicaments ne sont pas financés par les maladies qu'ils suscitent. Or là, les traitements substitutifs nicotiniques sont financés précisément par une taxe qui se fixe sur le tabac. Là, il me semble qu'il y a quelque chose de pervers, parce que imaginons que progressivement la consommation de tabac diminue. La recherche s'arrêtera. Bon, passons. Le temps passe. Monsieur Audureau, quelques secondes, quelques minutes de commentaires. Seconde, ça me gênait un peu. Je représente Michel Delaunay qui n'a pas pu être parmi nous, et donc c'est en ma qualité de secrétaire général de l'Alliance contre le tabac que l'on m'a demandé d'intervenir à ce niveau. J'emprunterai au fondateur de la Ve République une phrase qu'il a prononcée au sujet de l'Europe.
et qui, je pense, s'adapte bien à la problématique actuelle de la VAP. Il faut prendre les choses comme elles viennent, car on ne fait pas de politique autrement que sur les réalités. Bien évidemment, on peut sauter sur son fauteuil comme un cabri en disant « la VAP, la VAP, la VAP », mais cela n'aboutit à rien et ne signifie rien. Les 6 personnes qui sont intervenues au nom et qui sont membres de l'Alliance sont fiers de pouvoir penser qu'éventuellement leur intervention aura permis justement de rapporter à des réalités des choses qui, jusqu'à maintenant, faisaient que nous paraissions, pour certains d'entre nous en tout cas, être des ennemis. D'ailleurs, je n'ai pas apprécié ce que Jean-François a dit tout à l'heure en parlant de partis adverses nous concernant. On n'est pas une partie adverse. Et la DGS et la HAS ne sont pas des partis adverses non plus, ce sont des partenaires. Pour cette raison, et grâce à vous d'ailleurs, l'Alliance a pensé que pour venir aujourd'hui, il fallait que l'on obtienne un consensus général sur l'ensemble des membres de l'Alliance pour donner un avis sur la cigarette électronique. Je vous passerai le détail puisqu'il me faut faire rapidement cette conclusion. Je vous dirai simplement que sur les 2 sujets principaux qui sont la publicité, on vous en a parlé tout à l'heure, Stéphane Lequet vous a dit que l'Alliance était d'accord avec les principes de la loi énoncés dans la loi, sauf pour ce qui concerne les boutiques. Et pour ce qui est du fait de vapoter dans les lieux à usage collectif, l'Alliance s'est prononcée pour une interdiction dans tous les lieux où, il faudra changer le terme parce qu'il faut éviter de mélanger vapotage et fumage, dans tous les lieux où il est interdit de fumer à l'heure actuelle. Je vous lirai simplement donc la conclusion et je pense que vous pourrez... Est-ce que notre directrice a à sa disposition un certain nombre de ces avis ? Ils sont sur la table, donc vous pourrez les saisir en sortant pour les consulter complètement. Je vous lis simplement la conclusion. La cigarette électronique est un moyen probable de réduire la prévalence du tabagisme, mais des études bien conduites et méthodologiquement fiables sont nécessaires pour évaluer son rapport bénéfice-risque dans la population générale et dans les populations spécifiques, comme celle des femmes enceintes, fumeuses ou des personnes ayant des troubles de santé liés à la consommation du tabac combustible. Je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère une nouvelle fois qu'on aura pu apporter quelque chose au débat. Merci, Monsieur Audureau. Gérard Dubois, vous faites preuve de concision également. Je sais que vous savez faire. C'est peut-être beaucoup demandé. Alors, je connais mon voisin depuis 30 ans à peu près, alors je me dis comment ça voir bien là, je vais montrer à droite. D'avoir commencé avec la préparation de la loi Evin, c'est il y a déjà 30 ans. Alors, commencer à rouler ma bosse et puis vous commencez à être un peu fatigué. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qu'on m'a racontée à mes débuts et qui pour moi a été une espèce de guide pour bien comprendre comment vont les choses. Imaginez dans un train qui est entre Londres et Édimbourg, un clinicien, un épidémiologiste et un statisticien qui s'ennuient. Alors l'épidémiologiste et le statisticien parlent ensemble parce qu'ils ont un langage commun et le clinicien s'ennuie, regarde par la fenêtre et à un moment où il passe la ligne entre l'Angleterre et l'Écosse, le clinicien s'exclame « Tiens, il y a des moutons noirs en Écosse ». L'épidémiologiste qui était en train de parler au statisticien ne regardait pas par la fenêtre, il se retourne vers le clinicien et lui demande « Qu'est-ce que tu as vu exactement ?» Et il répond « J'ai vu un mouton noir ». L'épidémiologiste lui dit « Si tu as vu un mouton noir, tu n'as pas le droit de dire qu'il y a des moutons noirs en Écosse. » Et à ce moment-là, le statisticien dit « Non, vous avez tort tous les deux. Il avait juste le droit de dire qu'en Écosse, il y avait au moins un mouton dont au moins un des côtés était noir. » Donc, vous n'écoutez plus les statisticiens qui sont des mathématiciens un peu nébuleux. Vous avez le droit d'écouter un petit peu les épidémiologistes
les cliniciens, faites un peu attention. C'est eux qui ont mis les bébés sur le ventre et ont triplé le nombre de morts subites du nourrisson. Alors, les enjeux sur le tabac, ils ont été évoqués. 6 millions de morts par an. Il n'y a rien qui soit pire que le tabac. C'est 20 à 380 tous les jours. 20 à 380. Alors le lundi, le mardi, le mercredi, je m'arrête le samedi parce qu'il n'y a plus de A380. Ils sont tous tombés. Et donc on n'en a plus en réserve. Donc en une semaine, vous voyez un peu, c'est tout à fait considérable en France, c'est 73 200 par jour. Et c'est une source non seulement de... Par an, non, 200 par jour. 73 000 par an et 200 par jour. Voilà. Donc c'est une source de misère physiologique, de misère économique, ça appauvrit, et de misère sociologique. C'est le pire produit que l'homme ait jamais inventé et dont les conséquences sont pires que la peste du XIIIe siècle. 100 millions de morts au XXe siècle et on est parti pour le milliard dans ce siècle et on n'évolue pas à une vitesse suffisante. Richard Pitot, il y a 20 ans, avait déjà rappelé une chose qu'on avait oubliée, notamment dans les mouvements d'action contre le tabagisme. Il nous a rappelé que la prévention du tabagisme chez les jeunes, c'était très bien, les hommes politiques en sont friands, mais ça limitera la mortalité dans 20, 30 ou 40 ans. Si on veut diminuer la mortalité maintenant, c'est l'arrêt du tabac. Et donc ce dont on est en train de parler est tout à fait crucial pour avoir un arrêt du tabac ou une diminution de consommation pour obtenir une baisse de la mortalité maintenant, pas dans 30 ans. Alors, je ne vais pas vous rappeler, l'année dernière, j'avais été invité... Pardon, Gérard Dubois, mais conclusion? Non. Alors, je ne vais pas vous rappeler, l'année dernière, on m'avait invité, j'ai indiqué le rapport de l'Académie de médecine, et donc je ne vais pas vous le rappeler, vous pouvez le dire, mais il date de mars 2015. Pour une fois, l'Académie n'était pas en retard. Alors, on n'a pas revu le problème, mais je crois qu'il y a un certain nombre de points. Je voudrais simplement rappeler que sur la désinformation qui a été évoquée, je me souviens d'un article où, en exposant des cellules pendant 8 à 10 jours aux produits de vapotage, on avait vu quelques dommages ADN et ça avait fait un certain nombre de titres. Dans le même article, il y avait un renvoi en bas de page, et là, aucun titre n'en a parlé, qui disait que l'exposition à la fumée de tabac pendant 1 heure avait tué toutes les cellules. Donc, vous voyez vraiment la disproportion qu'il peut y avoir. Et finalement, je vais peut-être employer une expression, peut-être vous la retiendrez. La vaporette est à la cigarette ce que le pistolet à bouchon est à l'obus de marine. Alors, j'aime beaucoup. J'adore les gens qui étudient les dangers du pistolet à bouchon. Il faut vraiment se l'envoyer dans l'œil à courte distance. À part les tout petits, je ne vois pas très bien qui peut réussir à ça. Et puis, le désintérêt de l'INSERM pour les obus de marine est quand même assez intéressant. Je voudrais ajouter à mon voisin, un chercheur de l'INSERM qui prononce le mot tabac, voyait condamner sa carrière. C'était jusque-là. Et ceux qui ont travaillé sur le sujet et continuent à travailler étaient des gens particulièrement courageux. Alors j'ai été surpris, personne n'a cité, au mois de janvier 2017, là maintenant, le Haut Conseil de santé publique a mis à jour ses positions et il nous dit la cigarette électronique peut être considérée comme une aide pour arrêter ou réduire la consommation de tabac. Le Haut Conseil de santé publique, ce n'est pas négligeable quand même. Donc là, il y a une reconnaissance pour l'arrêt et la réduction de consommation. Et il recommande d'informer, sans en faire publicité, les professionnels de santé et les fumeurs que la cigarette électronique est une aide à l'arrêt du tabac et un mode de réduction des risques du tabac en usage exclusif. Donc, ne soyez pas pessimistes, il y a encore un avenir pour vous et j'espère qu'il y a beaucoup moins d'avenir pour l'industrie du tabac. Enfin, un rapport qui date du mois de mars, il est encore plus récent en Grande-Bretagne, indique très clairement que la cigarette électronique, la vaporette, pardon, a fortement contribué à la diminution et que le chiffre de fumeurs qui ont arrêté de fumer, qui sont en arrêt, d'anciens fumeurs donc qui ont arrêté, n'a jamais été aussi élevé en Grande-Bretagne et que l'impact principal a été chez les jeunes. Les hommes politiques rêvent de diminuer et une prévention chez les jeunes. Et bien là, la diminution de consommation regardez le rapport, a principalement porté de manière plus efficace chez les jeunes. Alors ceux qui disent que c'est
une introduction au tabagisme individuellement, oui, ça peut l'être, mais collectivement, ça ne l'est pas en Grande-Bretagne. Et les études de Bertrand montraient que ça ne l'est pas en France non plus. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait important. Alors, une fois que j'ai dit ça, maintenant j'arrive à peu près à la conclusion. Je voudrais quand même dire dans les décisions en santé publique, moi, il y a 2 citations qui me guident aussi. Il y en a une, elle est de René Descartes. Alors, j'aime beaucoup René Descartes, le cartésianisme, c'est franco-franchouillard, on n'imagine pas mieux. Et il a dit, et ainsi les actions de la vie ne souffrant souvent aucun délai, c'est une vérité très certaine que lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous devons suivre les plus probables. Et j'ajoute cette citation de Jean Rostand qui est plus courte, attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. Eh bien, face au tabac, l'inaction n'est pas une option, car la meilleure cigarette est celle qu'on ne fume pas, et la vaporette qui y contribue est la bienvenue. Je vous remercie. Quel dommage que le Haut Conseil de la santé publique n'ait pas encore songé à faire la publicité de ses avis. C'est quand même assez, là aussi assez étonnant. Non, mais il faut aller sur le site. Qui connaît l'existence du Haut Conseil de la santé publique parmi les citoyens français? C'est une institution publique. Quel dommage qu'il ne fasse pas la publicité de ses avis. Jacques Le Hoëzec, vous souhaitez dire un petit mot? Oui, bien sûr. Déjà regretter que justement le Haut Conseil en santé publique ne soit pas là aujourd'hui. Il était là l'année dernière. Comment? Oui, non, mais il peut y avoir un représentant. C'est comme exactement avec Santé publique France. On les a invités. Monsieur Bourdillon ne pouvait pas venir. Il aurait pu envoyer un collaborateur. D'abord, Info Service, pareil. HAS, pareil. Bref, on ne va pas revenir sur cette problématique. Je suis très content d'apprendre qu'il y a un fonds de recherche qui va permettre enfin à des équipes de pouvoir prétendre à faire des recherches de qualité parce que voilà, il y aura un fonds suffisamment alimenté. Moi, j'ai passé toute ma carrière à attendre ça. Et j'ai fini par être travailleur indépendant parce que universitaire formé, mais aucune possibilité de travailler dans le domaine dans lequel j'ai été formé. Les seules universités auxquelles je suis rattaché sont britanniques parce que je suis rattaché à l'université de Nottingham qui fait partie d'un consortium de 13 universités au Royaume-Uni qui travaillent spécifiquement sur le tabac et l'alcool. Où sont toutes ces équipes en France? On les a jamais vues. Donc, je suis très heureux qu'il y ait ce fonds de recherche. Et pour terminer, pour faire court, juste un petit mot sur le groupe de travail, qui est effectivement, nous reconnaissons le fait que vous ayez tenu parole et que la ministre ait tenu parole sur ce sujet. Malheureusement, vous savez très bien, et on en a déjà parlé, le temps administratif n'est pas le temps du commun des mortels, et bien évidemment que tous les vapoteurs, mais tous les citoyens qui ont financé ce sommet aimeraient bien, tout comme moi, que tout ça aille un peu plus vite et aille dans la bonne direction. Donc, essayons aussi un petit peu de faire en sorte que la méthode de travail s'affine, qu'on puisse se voir éventuellement peut-être plus fréquemment, ou en tout cas avoir du travail intermédiaire pour pouvoir être vraiment efficace lorsqu'on se retrouve, et puis espérer que effectivement il y ait un 3e sommet et que vous soyez encore là. Bon, il y aura sans doute un 3e sommet. Juste un mot peut-être. Ah non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Ou alors tu seras ailleurs, mais quand même présent. Juste un mot c'est un peu Gérard Dubois et sa nostalgie du passé, sa nostalgie des 30 ou 40 ans qui viennent de s'écouler. Pendant juste un petit souvenir. Moi, je suis resté 30 ans au journal Le Monde, et en gros, pendant 30 ans, l'addiction au tabac ne m'a absolument pas intéressé. Il n'y avait rien de neuf, c'est une addiction assez triste, disons, qui n'avait rien de... Jacques. Pardon. C'était une addiction assez triste, qui ne donnait aucune opportunité journalistique.
Il a fallu que la cigarette, je quitte le monde, ça c'est anecdotique, mais que la cigarette électronique arrive pour que je commence à comprendre à quel point il y avait là quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, d'assez révolutionnaire, en tout cas une dynamique qui me semble, moi, tout à fait passionnante et qui réactualise la totalité des données et des forces en présence. Vous le savez, puisque vous le vivez, puisque ça vous passionne, puisque vous militez, et parce que parfois vous vapotez. Moi, le tabac, je ne connais pas, la cigarette électronique non plus, mais dans cette dynamique-là qui apparaît, qui se développe, qui enfle et qui permet de comprendre des tonnes de choses. J'ai découvert les absurdités du système, les absurdités ou les incohérences du système, le fait que l'addict, le dépendant au tabac est le seul qui doit payer en partie de sa poche le fait de pouvoir soit abandonner le tabac fumé avec la cigarette électronique, avec la vaporette et donc acheter sa vaporette, ou même payer pour partie ses substituts nicotiniques. Moi, ça me semble ahurissant, mais j'ai découvert ça très très tard. Tout comme on découvre la schizophrénie de la taxation, tout comme on découvre la cohérence, mais Jean-François Etter l'a dit très bien, de la dynamique européenne face à un sujet comme ça. Et là, le seul petit regret que j'ai, c'est de voir que moi, en tout cas, ce que j'ai cru commencer à comprendre, ce que j'essaie de dire ou d'écrire sur mon blog, sur Slate ou ailleurs, ne semble pas encore très présent dans l'espace médiatique. Alors peut-être que le temps médiatique n'est pas aussi celui du temps politique, qui n'est pas celui du temps administratif, etc. Mais malgré tout, je crois quand même que c'est une forme d'optimisme, que les choses sont en train de bouger et que chacun à sa façon participe à cette révolution. Voilà. Pour l'instant, bon, c'est très fragmentaire ce qu'on dit, nous, sur cigarettes électroniques et politique. Et pourtant, la présence du directeur général de la santé, ce qu'il dit, ce qu'il peut dire, ce qu'il ne peut pas dire, mais qu'on comprend entre les mots, etc. Moi, tout ça me semble plutôt positif et on peut continuer, quoi. Voilà. Merci.